Bonjour à tous, ça va? Messieurs, C'est on the beach? Vous êtes en forme? Ouais, ça va le faire, ça va s'arranger, c'est le matin. On va faire l'animation au camping. Alors, qui est en forme? Merci à vous tous d'être là en tout cas. Ouais. Donc on va vous parler d'intelligence artificielle pour l'entreprise touristique, 2 petites lettres qui changent beaucoup de choses. Je suis accompagné de Thomas. Bonjour Mathieu, bonjour à vous. Thomas, voilà. Thomas Young, My Hotel Réputation. Vous voulez pas l'applaudir en fait, du coup. Merci. Voilà. Et moi, je suis accompagné de Mathieu Vado du cabinet ID Réseau. Merci beaucoup. Oh, à l'applaudimètre, tu es plus populaire. Je sais pas. Donc on vous propose de faire le tour de ce sujet du mieux qu'on peut. On a quelques petites questions à vous poser juste avant. Donc juste pour être sûr et certain, qui n'a jamais entendu parler d'intelligence artificielle dans cette salle? Bravo. Une personne. C'est pas évident de lever la main et d'assumer le fait aujourd'hui avec la pression. Ouais, non, 2 personnes. Il y a 12. Qui n'a jamais entendu parler d'intelligence artificielle? Ou des outils liés à l'intelligence artificielle, quand on dit, je sais pas, Perplexity, ChatGPT, Gemini, je connais pas. Juste pour savoir. Il y a 12% des Français qui déclarent, je sais pas de quoi vous parlez. Hein, voilà. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Ok. Qui l'utilise au moins une fois par semaine, qui utilise un outil d'intelligence artificielle au moins une fois par semaine? Ouais. Ok, 60-70% de la salle. Tous les jours. C'est presque les mêmes. C'est les mêmes, ouais, exactement. Qui a un compte premium sur ChatGPT? Qui paye $20 par mois pour avoir les fonctions avancées de ChatGPT? Donc là, on descend à 30%. Ça, c'est des questions qu'on pose à chaque fois qu'on intervient. 30% de l'audience qui dit j'ai un compte premium, c'est quand même pour moi, dans mes expériences, quand je pose des questions, c'est quand même quelque chose d'assez avancé. Et dernière question, qui a été exploré autre chose que ChatGPT? Qui a été exploré? Gemini, Llama, Claude, etc. Ah, cool. Okay. Plus que de ceux qui ont un compte premium. Ouais. Super. Vous êtes fantastique et vous êtes au bon endroit. Bon, merci pour ce petit... Ça nous permet de jauger aussi un petit peu le public. Nous, on va vous parler d'IA générative, donc de ces outils-là, globalement. On va pas tous les passer en revue. On a fait une petite sélection. Donc, des outils qui sont capables de faire ce que pourrait faire le meilleur d'entre nous en tant qu'humains, à un temps, par contre, record. Et on va, du coup, aller sur les enjeux et les bonnes pratiques. On verra aussi des exemples très concrets de modèles de prompt. On va s'intéresser surtout au prompt engineering. Il y aura des ateliers qui pousseront un peu plus certains sujets qu'on va aborder pendant l'événement. Concrètement, le GIO, par exemple, le référencement sur les intelligences artificielles. Le côté agent aussi, qui sera développé sur un atelier précis. Donc, on peut pas tout traiter sur un atelier d'1 heure. Donc, on va essayer d'être là sur les choses qui sont aujourd'hui factuelles et, à mon avis, hyper efficaces pour une entreprise touristique. Voilà. Alors pour nous, du coup, on a mis chacun notre image. Bon, moi j'ai mis les mignons. Pour nous, c'est un peu ça l'intelligence artificielle. C'est une armée de mignons qui vous aide, qui a potentiellement des super pouvoirs et qui peut aussi faire un peu n'importe quoi de temps en temps. Donc il faut bien cadrer. Voilà. Thomas, je te laisse décrire ça. Et pour moi, l'IA, c'est comme si on avait une armée de doctorants ou d'étudiants en master qui sont extrêmement érudits, qui connaissent tout, qui parlent toutes les langues, etc. Mais ça reste des étudiants, ça reste des stagiaires, ils sont un peu maladroits, ils connaissent pas le monde de l'entreprise, ils font des erreurs. Voilà nos 2 images de l'intelligence artificielle. Donc, on voit plutôt le bon côté de l'iceberg, hein, quand même. Hein. Il y en a pour certains, c'est le plus gros hold-up de la connaissance humaine. Ce qui n'est pas complètement faux non plus. Et c'est aussi une énorme révolution. Je pense que c'est un peu les deux. Pour compléter juste le petit questionnement qu'on avait aussi au début, je voulais encore vous poser, on voulait encore vous poser 2 questions. Enfin, 3 même, en fait. Est-ce que vous avez déjà généré du contenu à partir d'images ou de vidéos depuis une IA de type ChatGPT Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. 7. Ouais, une dizaine de personnes. Typiquement, je charge des images et je lui demande de me faire un descriptif, notamment un descriptif d'intérieur. On va parler d'entreprise touristique. Si on parle d'hébergement, décrire un intérieur et faire un truc un peu sympa, c'est pas toujours évident.
Cette technique-là, par exemple, pour les descriptifs d'intérieur, elle est juste dingue. Marche très très bien. Et moi, ma question, ce que les professionnels font, c'est est-ce que vous avez déjà utilisé l'IA pour répondre à vos avis en ligne? Ah, moins que je le pensais. Ok. Super. Ah oui, c'est okay. En fait, c'est il y a une statistique qui dit que les professionnels du tourisme, alors c'est une statistique qui est plus sur les hôteliers, la deuxième utilisation qu'ils font de l'IA à 35%, c'est pour répondre aux avis en ligne. Il y a peut-être pas tant d'hôteliers que ça dans la salle, c'est peut-être la... Ou d'hébergeurs. Et d'hébergeurs, ouais. Moi, ma dernière question, c'était est-ce que vous avez été jusqu'à la semi-automatisation, c'est-à-dire est-ce que vous avez créé ce qu'on appelle un custom GPT ou un GPTs? On a la même chose aussi chez Google, ça s'appelle Gems. Qui permet, par exemple, de préprogrammer en fait un prompt avec une base de connaissances. Donc, en gros, c'est un GPT que vous allez un petit chat GPT que vous allez personnaliser sur un usage. Là, on voit un usage qui est de le transformer en fait en client, enfin en persona familialement avec des jeunes enfants, et on va pouvoir le questionner et il va répondre comme un client. Donc, évidemment, on l'a nourri en base de connaissances. On voit un autre exemple pour vous faciliter à gérer des courriers ou encore faciliter le traitement des CV pour le recrutement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés jusque-là? 1, 2, 3. Ah, c'est pas mal. Super. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Souvent, c'est un usage qui est un petit peu plus avancé. Il faut réfléchir avant d'y aller, du coup, parce que c'est un petit peu chronophage. Il faut quand même bien gérer Et ça va avec le compte premium. Seuls ceux qui ont le compte premium ChatGPT ou Gemini peuvent le faire. Tout à fait. OK. Aujourd'hui, quelle vision est-ce que nous, on a de l'intelligence artificielle et de ChatGPT? On a l'image que les médias nous renvoient. Quand je dis nous, c'est nous, le grand public. Nous, on fait partie du grand public. On n'est pas des érudits, etc. Et quelle vision nous renvoient les médias? Ils nous disent que, attention, les jobs, les emplois vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Et ça fait extrêmement peur. On a tous peur pour nos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. Même les jobs, même les emplois qui sont liés à la créativité. On pensait que les artistes, les créateurs allaient être épargnés par l'intelligence artificielle. Les médias nous disent que non, tout le monde va se faire disrupter. Là, c'est un article qui date de 2019 que j'aime bien garder, qui vient du Monde, qui dit que un programme d'IA a été jugé trop dangereux pour être rendu public. Alors, on lit ça en 2019, tremblez, braves gens, ça fait peur. Il s'agissait de GPT. En fait, en 2019, OpenAI disait « Je ne vais pas rendre GPT public parce que c'est trop dangereux ». Et puis en 2022, ils l'ont rendu public. Je ne sais pas s'ils ont réussi à le rendre pas dangereux ou s'ils sont revenus sur leur jugement, mais voilà, en l'espace de quelques mois. On nous dit aussi, les médias nous disent « Les étudiants commencent à utiliser l'intelligence artificielle ». Jusque-là, tout va bien. Pour tricher, c'est le pour tricher qui me pose un problème parce que ça renvoie une image de on n'est plus en train de former, on n'est plus en train de structurer nos prochaines générations. J'espère bien que les étudiants utilisent l'intelligence artificielle, puisque plus tard dans l'entreprise, c'est celui qui utilise l'intelligence artificielle qui va performer. Mais c'est pour tricher. Vous voyez comment ils sont les médias, le petit mot qui pèse. La nouvelle version de ChatGPT, donc ça c'est le GPT 3.5, c'est en mars 2023. Ils lui ont fait passer l'examen du barreau à New York pour devenir l'examen du barreau pour devenir avocat. ChatGPT est arrivé dans les meilleurs étudiants à l'examen du barreau. On nous parle des deepfakes, les deepfakes pornographiques générés par l'intelligence artificielle. Et puis il y a cette pauvre dame il y a quelques mois qui s'est fait arnaquer par une IA qui se faisait passer pour Brad Pitt et qui a été extorqué de 600 000 $. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. En fait, tout ça pour vous dire, les médias nous renvoient une image liée à la peur. L'IA, ça fait peur. Et en fait, c'est tout ce qui est nouveau, c'est toutes les révolutions, toute la nouveauté, ça fait peur. Alors que l'IA, c'est extrêmement simple, ça peut être aussi extrêmement bénéfique. Il y a cette histoire de deepfake. Oui, on peut générer des deepfakes avec de l'IA, mais on va avoir des IA qui vont nous dire... semble problématique là. C'est mon micro. On va avoir des IA qui vont nous dire attention Thomas, ce que tu es en train de regarder, c'est un deepfake. Léa, ça va me permettre de le déterminer. Google utilise l'IA, une IA DeepMind pour prédire les mutations de l'ADN. On arrive à détecter les cancers, les tumeurs de la poitrine, du sein beaucoup plus précocement grâce à l'IA. Là où un radiologue va mettre il regarde la radio, il met 10 minutes. L'IA le fait instantanément et l'IA, elle le détecte genre plusieurs semaines, plusieurs mois avant que l'œil humain peut le détecter. En fait, tout ça pour vous dire que l'IA, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Daniel Handler. L'IA, c'est pas un fléau, mais c'est pas non plus notre salut. Ça ne reste que un
outil. Et comme tous les outils, ça va dépendre de ce que l'on en fait et de comment on va le manipuler. Ça m'amène à la définition de l'IA. Qu'est-ce que l'IA ? Très simplement, l'IA, c'est un programme informatique qui essaye de simuler, c'est reproduire l'intelligence humaine, mais de manière artificielle. Vous faire un changement de micro ? Oui. Changement de balle. Pour moi, c'était ça. Merci, monsieur. Qui essaye de simuler l'intelligence humaine. Donc, ça va nous amener à qu'est-ce que l'intelligence humaine. Ah oui, là, je rajoute. Ceux qui utilisent quotidiennement l'IA, est-ce que vous voyez comment aussi l'IA vous stimule ? C'est-à-dire que, en fait, c'est dans chat GPT, il y a le mot chat qui est la conversation. Donc, c'est un agent conversationnel. On échange avec lui, on l'écoute, on le reprend, essaye ceci, fait cela. Mais Thomas, est-ce que tu as pensé à faire ça ? Et en fait, ça stimule beaucoup. Ça nous apporte de la créativité. Enfin, c'est fantastique. Donc, ça nous amène à la définition de qu'est-ce que l'intelligence humaine, ce qui est extrêmement dur à définir. On va simplement retenir que l'intelligence humaine, c'est la capacité à apprendre, à comprendre, à percevoir l'environnement et à atteindre des objectifs. Et pour atteindre les objectifs, il y a cette notion de s'adapter. Un humain est quelqu'un qui perçoit l'environnement, qui comprend ce qui se passe, qui apprend de ses expériences et qui atteint ses objectifs en s'adaptant. L'IA, c'est ça. La voiture autonome, elle perçoit l'environnement, elle atteint son objectif, c'est d'aller là-bas, elle va adapter son circuit s'il y a une déviation. On est dans l'intelligence. Comment ça marche ? Vas-y, non, je t'en prie, vas-y. Non, c'est la question qu'on s'est beaucoup posée. On prétend pas même avoir la réponse précise, ou en tout cas tout le détail. C'est ce qu'on appelle des LLM. L'intelligence artificielle générative est un LLM pour Large Language Model. Et je crois que c'est le mot le plus compliqué de toute la presse. Ouais. Ces LLM, c'est des modèles informatiques qui ont cette capacité d'apprendre et qui ont été éduqués, si je puis dire. Et donc ChatGPT est produit par une société qui s'appelle OpenAI. Et c'est là où ça rejoint ce que Mathieu disait en introduction, où il y a eu un pillage de la connaissance et un pillage du savoir. C'est-à-dire que pour éduquer ce LLM, OpenAI lui a donné des milliards et des milliards de données à lire, à ingurgiter. Donc ces LLM ont lu toute la presse, Le Monde, ont lu tous les sites universitaires, ont lu tout Wikipédia, ont regardé toutes les vidéos sur YouTube. C'est une capacité, comme un étudiant en fait, une capacité d'absorption. À la lecture de ces milliards de documents, les LLM ont appris. Ils ont appris deux choses. Ils ont appris à rédiger sujet, verbe, complément. Vous voyez ce que je veux dire ? La syntaxe. Et ils connaissent toutes les syntaxes. Demandez à ChatGPT de répondre à cet avis en ligne, mais tu vas le répondre en alexandrin. Et il va vous répondre à l'avis en ligne en alexandrin. C'est brillant. C'est un exercice qui est brillant. Donc, ils ont appris la forme à rédiger et puis ils ont appris des connaissances. Si vous demandez à ChatGPT de raconte-moi l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques en 1989, ChatGPT vous dira mais on parle pas du même Christophe Colomb. Ce n'est pas vrai. Enfin, il a la connaissance. Bah oui, il a pris la connaissance et il apprend en permanence en fonction de comment vous interagissez, comment vous le nourrissez. Il y a cette notion d'éducation alors qui est prégnante. Et on a tous fait de l'éducation. Ceux qui ont des enfants reconnaissent ici l'imagier du père Castor. C'est comme ça que nous, on élève nos enfants. Vous prenez votre enfant sur les genoux, vous lui montrez l'imagier et vous dites « ça, c'est le cheval ». Comme ça, on fait comme ça. Et puis, vous prenez votre enfant sur les genoux tous les soirs pendant 1 heure, 2 heures, et vous faites ça sur 18 mois. C'est comme ça qu'on apprend les choses aux enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Et à côté, il y a le cochon. Je vais pas le faire, je le fais très mal. Mais là, c'est n'importe quoi. Mon cochon est aussi gros que mon cheval. Alors que dans la réalité, le cochon n'est pas aussi gros que le cheval. En fait, ce qu'on apprend aux enfants, c'est pas une réalité. On leur apprend un concept. Et la première fois qu'on va à la ferme, l'enfant, il fait « ça, c'est le cheval ». Ah oui, tac, il raccroche au concept de cheval. Et la première fois que l'enfant va voir un zèbre, il va faire « oh, papa, un cheval ». Ah non, ça, quand il y a des rires comme ça, c'est un zèbre. Ah ok, j'apprends. Oh, papa, un cheval. Ah non, ça, c'est une licorne. Enfin, c'est comme ça qu'on apprend, en fait. On apprend des concepts et on apprend par ce qu'on appelle le réenforcement. C'est l'éducation. Et on a tous participé à l'éducation des IA avec ces fameux CAPTCHA
Est-ce que vous avez remarqué que les CAPTCHA, c'est toujours des feux de la circulation, des passages piétons, des voitures jaunes, des bus, etc. Là, des vélos aussi, beaucoup de vélos. Des vélos, des routes. Là, vous êtes en train de dire aux IA qui conduisent les voitures de manière autonome, ça, c'est un passage piéton. Ça, c'est un feu de la circulation. Là, vous éduquez l'IA avec un imagier. C'est pas l'imagier du père Castor, c'est l'imagier du père Google, mais c'est un imagier, quand même. Ouais, c'est important de comprendre tout ça en fait, et le parallèle avec l'humain, c'est qu'à un moment on raccorde avec ce que c'est vraiment un cheval, ce que c'est vraiment une mandarine, quand on la touche, quand on la sent. Le cheval, on fait ce qu'on veut, mais on peut le toucher aussi, et on fait la différence, alors que l'IA va pas aller jusque là en fait, et la différence va se situer là. Elle a pas de prise sur le réel, ça c'est un truc. Enfin, pas encore en tout cas. Donc voilà, pour résumer, avec un tout petit schéma, normalement vous avez une demande, c'est un prompt, c'est une requête. Qui est envoyé à une IA. L'IA, c'est un réseau de neurones artificiels. On pourrait considérer que c'est vraiment ça, un réseau de neurones artificiels en programme informatique qui a été alimenté par une énorme base de données. C'est tout ce qu'on vient d'évoquer, qui a été entraîné, etc., et qui va restituer un résultat qui est le plus probable. Cette notion de probabilité, elle est quand même importante. Même si c'est énormément amélioré, ça reste quand même le résultat le plus probable. Et la prouesse, c'est d'avoir finalement transposé le langage et toutes les langues en maths, en fait. Ils ont fait des maths avec le langage. C'est pour ça qu'on parle de token. Tu vas rajouter peut-être un élément? C'est un modèle statistique. Quand vous parlez, c'est un modèle statistique. Votre cerveau réfléchit en permanence, c'est quoi le prochain mot? Voilà. Donc, en fait, l'unité de mesure des IA, surtout sur les données d'entrée, et de sortie aussi, mais surtout sur les données d'entrée, c'est le token. Et le token, en fait, pour nous, un token, ça serait presque un mot ou des lettres. Si vous voyez là sur quels sont les plus beaux coins touristiques, on a 44 caractères. J'ai pas compté le nombre de mots, mais on en a un peu moins que des tokens. 7 mots. Merci Thomas, il va plus vite que moi pour compter. Et on a 10 tokens parce que le QU c'est un token et le ELS c'est un autre token, le ELLES c'est un autre token, etc. Ils ont fait des maths avec le langage. Donc là, on est vraiment sur le niveau bac à sable aujourd'hui. Ils sont à un niveau puissance lumière de ça, mais ça permet quand même de comprendre comment ça fonctionne. Ils ont fait la corrélation déjà entre les lettres pour faire des mots et entre les mots pour faire des phrases. Et après, tout est une question de contexte. Donc là, si on reste sur notre exemple un petit peu bac à sable, la France est un grand, le mot suivant, c'est pays. Vraisemblablement, si on s'arrête là, plus que leader. Voilà. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est des probabilités par rapport à tout le contenu qui a été engrangé. Et ce qui est très intéressant de regarder, j'ai fait le test il y a quelques jours, et je lui ai mis « La France est un grand » sur ChatGPT 4o. Et il m'a dit ça. Et c'est-à-dire que 4o, on parlait de O1 ou O3 qui étaient des modèles à raisonnement, c'est-à-dire qu'ils vont pas directement à la réponse, ils vont d'abord faire un raisonnement pour essayer de calibrer le travail pour aller à la réponse la plus précise. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit, en fait, t'as pas fini ta phrase. Ce que me dirait un humain, la France est un grand. Un grand quoi? Tout le monde dirait ça. Voilà. Mais avant, ChatGPT, il y a 6 mois, quand je lui disais la France est un grand, il était parti. La France est un grand pays, riche en histoire, de culture, en diversité géographique, comme c'est très bien faire. Trop même d'ailleurs, ChatGPT, partir dans entre guillemets dans l'emphase et dans le lyrique, voilà. Et là, il y a déjà un gap qui s'opère. Mais il est fort probable que quand il revient la slide en arrière, la première réponse à la France est un grand, ChatGPT lui répond un grand pays touristique. Pourquoi est-ce que ChatGPT répond à Mathieu Vado? Pourquoi est-ce qu'il met du tourisme alors qu'il aurait pu? Peut-être qu'il y a une sorte d'historique. Il m'aurait peut-être dit que c'était un grand pays de la gastronomie. Exactement. Peut-être qu'il y a vous voyez ce que je veux dire? Il y a un contexte. Ouais. Oui, il y a un contexte et du coup, oui, forcément, il a des données sur moi et là, il commence vraiment à mémoriser. Là, il y a eu récemment une demande. Si vous avez un compte payant, il vous a demandé si vous voulez vraiment que vous mémorisiez. Et là, il va passer à un autre gap, c'est-à-dire qu'il va vraiment mémoriser les conversations, ce qui n'était pas le cas en fait jusqu'à présent. Mais c'est comme avec vos enfants, à force de vivre ensemble, vous transmettez ce contexte. Vous voyez ce que je veux dire? Très souvent, les enfants ont globalement des idées politiques similaires à celles de leurs parents. Si je rentre dans un bar en France, ce qui m'arrive rarement, et que je me mets à chanter « Allons enfants de là », à votre avis, qu'est-ce que l'ensemble du bar va répondre? « Allons enfants de la patrie IE ». Voilà. Si je fais la même chose, je reviens d'Irlande, j'ai passé une semaine en Irlande. Si je fais la même chose en Irlande, qu'est-ce qu'ils vont me répondre? Que dalle. Parce que allons enfants, les Irlandais, ils vont me regarder, ils vont faire oh, Guinness, et puis c'est tout quoi. En fait, le contexte, ce modèle mathématique de je vais générer
la fin de la phrase dépend du contexte dans lequel on est. Et on n'a pas le même contexte. Et ça, en fait, c'est c'est une première chose importante, c'est quand vous interagissez avec des modèles d'IA, il faut leur donner du contexte pour qu'ils sachent. Vous connaissez Paris? Tout le monde connaît Paris. Paris, c'est la capitale de la France. Et vous savez qu'il y a aussi un Paris au Texas. Si vous faites une demande à ChatGPT en parlant de Paris, peut-être que lui, si vous lui donnez pas du contexte, Paris en France, ou s'il n'a pas du contexte à propos de vous, je suis en France, il pourra partir sur le Paris. Et ce qui est atroce, c'est qu'il y a aussi un Marseille. C'est pratiquement toutes les villes ont été reproduites, aux États-Unis, si je puis dire. Ouais, et ça va nous amener après aux bonnes pratiques en termes de prompt. Juste avant d'aller sur cette partie-là, l'idée, c'était on s'adresse à l'atelier et pour les entreprises du tourisme, c'est-à-dire qu'elles doivent répondre à des usages et à des changements de comportement côté client. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous a posé un petit peu les questions au départ. Les dernières enquêtes, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas des masses quand même. Donc là, on est sur une population de Français. Et on voit que du coup, on a 39% d'utilisateurs, entre guillemets, d'IA générative. Ça donne pas la fréquence. Et les plus jeunes sont très utilisateurs et les plus vieux sont moins utilisateurs. Ça nous rappelle étrangement l'arrivée d'Internet pour nous qui sommes déjà un petit peu vieux. Et des réseaux sociaux. Donc ça, c'est un fait. L'autre point qui est très important à retenir, et vous l'aurez aussi sur d'autres ateliers, parce que ça change quand même l'équation, c'est que l'action la principale d'usage d'une IA, c'est pour faire des recherches. Alors qu'on peut faire des milliards de trucs avec une IA. C'est juste les recherches, c'est le truc vraiment bas niveau quelque part. Et surtout, ce n'est pas prévu pour cela. Si vous avez une recherche à faire, c'est dans Google ou Perplexity, ou Perplexity. Mais ce sont des modèles de génération. Leur métier, c'est de générer du contenu, pas de vous dire où est le meilleur restaurant. D'ailleurs, la fonction de recherche sur le web, elle est arrivée après sur ChatGPT, par exemple. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une vraie grosse tendance qui va inquiéter parce que il y a une mécanique qui est un petit peu différente et il y a un process aussi côté client qui est différent. On a 1 milliard de requêtes search aujourd'hui sur ChatGPT, on en a 90 milliards sur Google. Donc attention les proportions, voilà. Par contre, ça va très très vite. Ça va très très vite. Alors il y a des gens qui font des projections, qui vous disent en 2026, 60% du trafic proviendra des IA. Peut-être qu'ils s'emballent. Moi, je pense qu'ils s'emballent un peu, mais ça peut aller très très vite. Je préfère regarder un tout petit peu dans le rétroviseur. Pendant 1 an, la part de marché de Google en France sur le desktop, elle a perdu 5 points. C'est jamais arrivé. Ils ont perdu 5% d'usage sur PC en tant que moteur de recherche. Ils les ont pas perdus parce que d'un coup Yahoo ou Bing sont devenus hyper fabuleux. Voilà, ils ont perdu parce qu'il y a une transposition des usages et ça va arriver. Donc et les IA en fait, elles vont changer aussi la requête qui va être beaucoup plus conversationnelle. Alors je sais pas si parmi vous il y en a qui sont utilisateurs de Perplexity, mais si vous regardez ce que vous tapez sur Perplexity et ce que vous tapez sur Google, vous voyez que vous tapez pas exactement la même chose en fait généralement. Alors Perplexity, c'est un moteur un moteur de recherche, non? C'est un moteur de réponse. De réponse, ouais, c'est comme ça qu'il se qualifie, c'est un moteur de réponse. On va dire c'est le premier à être rentré vraiment dans le sujet par je suis une IA et je vais faire de la recherche et je vais rendre à has-been Google, c'est un peu leur terme. Ils l'ont peut-être pas dit exactement comme ça, mais je crois que c'était un peu ça l'idée. Alors ça va être un peu tout petit. Là, j'ai fait une requête. Je vais même moi-même m'approcher de mon écran. Je vais essayer de vous Quelles sont les activités les plus sympathiques, les plus sympas à faire avec des ados à Toulon. Donc j'ai fait un truc simple qu'on aurait pu poser à Google et qu'on posera d'ailleurs à Google. C'est juste pour faire un peu de pédagogie. Alors pour ceux qui connaissent, pardon, et puis pour ceux qui connaissent pas, je présente Perplexity. Je fais un focus sur Perplexity, c'est vraiment le premier qui avait ça. Donc je rends à César ce qui est à César. Par défaut, il met les sources déjà. Donc là, il a une vingtaine de sources. Il a plus de 20 sources. Il a scrappé ses 20 sources, il a absorbé le contenu. Et ensuite, il restitue un résultat structuré, là même structuré avec de l'image, de la carte, etc. Et en bas de page, je fais grâce, mais là, il va directement sur une sélection d'offres. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 7 ou 8. Propositions d'offres, donc on va retrouver le Mont Faron en téléphérique, on va retrouver un parc, on va retrouver un site indoor de réalité virtuelle, etc. pour des ados, donc il répond globalement assez bien à la question. Et il est très très bon aussi pour engager la conversation sur la suite avec les questions relatives dessous que vous voyez à l'écran
Donc, quels sont les meilleurs loisirs pour les ados à Toulon, etc. etc. Voilà. Et du coup, ChatGPT fait la même chose. Depuis peu, il fait exactement la même chose. Je lui pose la même question, voilà sa remarque, voilà sa réponse, pardon. Et c'est une réponse structurée avec d'une part les activités nautiques, ensuite les activités ludiques et sportives, ensuite les activités culturelles et un programme éventuellement détaillé. Et j'accède aux sources. Alors j'accède aux sources sur le côté. Je vous l'ai mis en bas, mais normalement c'est sur le côté sur une version PC. Voilà. C'est vrai que si on fait la recherche sur Google, bah ouais, il y a un petit côté un peu has-been, c'est-à-dire qu'on n'a que des liens, quoi. Il nous a pas fait le travail de je synthétise, je te sors le meilleur de 1, 2, 3, 4, 20 sources. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça change les usages. Donc, dès que la recherche va être un petit peu complexe, où on sait que sur Google, une source va pas être suffisante, genre on cherche pas la météo ou l'horaire d'ouverture d'eux, on va chercher une sélection de quelque chose, ce qui suppose d'aller sur, si on veut bien faire le job, 1, 2, 3, 4, 5 sites, prendre le meilleur, synthétiser dans sa tête et se dire à la fin, bon, ok, je vais prendre ça. Bah, ça, c'est ce que fait l'IA sans qu'on ait besoin de le faire. Voilà. Donc, ça risque de bouleverser un petit peu les choses. Google perd déjà des parts de marché. Est-ce qu'ils vont rester sans rien faire? Je pense pas. Ils ont quand même beaucoup de données. Donc là, je vous montre juste un exemple de ce qu'on voit aujourd'hui sur la version américaine avec ce qu'on appelle des IA Overview, les IA Overview. C'est ce petit bloc, en fait, là, ici, j'ai fait la même requête, hein, exactement les activités pour les teenagers à Toulon. Voilà. C'est exactement la même recherche. Par contre, le haut du panier, ce qui était la position 0, certains connaissent peut-être la position 0, c'était le résultat enrichi qui remontait tout le temps en premier, bah, elle est remplacée finalement par un premier niveau de résultat qui est généré par l'intelligence artificielle. Ça s'appelle les IA Overview. Honnêtement, tout le monde a ça dans l'Europe, sauf la France, pratiquement. Je sais pas, on est puni, je pense, du coup. Je crois que c'est Thierry Breton qui a fait la loi un petit peu sur l'IA. Et voilà, je sais pas, il nous aime pas, quoi. Donc on devrait l'avoir prochainement. Voilà. Et la prochaine étape, c'est l'IA Mode. Donc ça, c'est en test aux États-Unis. Donc là, c'est carrément, je sais pas si vous voyez, mais l'IA Mode, c'est le premier onglet en haut là. Voilà. Et c'est concrètement exactement ce qu'on a vu sur Perplexity. C'est la même chose. C'est une réponse structurée avec l'IA qui répond à « Which are the best activities in Toulon with teenagers ?» et il me répond exactement la même liste avec les sources. Graphiquement, c'est presque pareil d'ailleurs que Perplexity. Donc ça, c'est demain, c'est Google. Donc ça, c'est déjà en phase test aux États-Unis. Donc Google, il a quand même aujourd'hui 85 du coup % de part de marché sur desktop et presque toujours pratiquement 90, 89. Il a perdu aussi un peu sur mobile en France. Donc il est quand même en place, quoi. Hein. Si demain il fait ça, bon, est-ce qu'il va rester en place ou pas? C'est la question qu'on se pose tous. Mais en tout cas, il réagit, quoi. Voilà. Je dépêche un petit peu. L'IA s'intègre aussi dans les outils du quotidien. Là, j'ai pris Gmail. J'ai pris Gmail et je reçois une demande de formation sur l'IA du joyeux camping du sud de la France, de Jean-Louis. Donc, il me dit « Bonjour Mathieu, j'ai assisté à des interventions à Sam on the Beach, j'ai remarqué que vous aimiez bien les campings. Est-ce que vous auriez une formation pour m'aider à intégrer l'intelligence artificielle dans ma stratégie de com, etc. en interne ?» Voilà. Et donc là, j'ai un petit bouton qui me dit « Aide-moi à rédiger des emails ». Et là, je lui fais juste le texte « Fais-moi une réponse à cet email en évoquant le fait que j'ai une formation qui répond parfaitement à ce besoin et que je lui joins en pièces jointes. » Basique quand même comme truc. Et il me fait exactement la réponse. « Bonjour Jean-Louis, merci beaucoup pour votre email. Je suis ravi d'apprendre que mes interventions vous ont plu. Je serais très heureux de vous aider, nanani, nanana. » Le truc est très bien fait. Voilà. Ça, c'est dans les usages de tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé l'application de ChatGPT pour faire les devoirs avec les enfants? C'est une tuerie. Explique le théorème de Pythagore à mon enfant de 10 ans. Ça évite des conflits en plus, hein. Vraiment. Enfin, c'est... Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le soir, vous savez pas quoi faire, vous ouvrez votre réfrigérateur, vous le prenez en photo, vous le donnez à ChatGPT, vous lui demandez, bon, bah, vas-y, qu'est-ce que je peux faire avec ce qu'il y a dans mon réfrigérateur et donne-moi la recette. Ça marche nickel. Ouais. Et côté professionnel, je te laisse l'évoquer aussi, Thomas. Côté professionnel, donc il y a un atelier, le premier atelier de l'après-midi que j'anime, c'est sur comment l'IA dans les outils pour les hébergeurs. C'est vraiment un atelier pour les hébergeurs. Donc il y a plein de choses qui arrivent. Il y a Angelia qui fait la réponse automatique aux avis en ligne. Et Laia, c'est une boîte, c'est Geektonic, c'est pour les campings, c'est une plateforme qui va leur permettre de générer plein de choses
du contenu marketing pour leur camping. Il y a MakeMeGlow qui fait de la formation assistée par IA. De plus en plus, l'IA va s'intégrer dans nos outils. On le verra après, un des grands enjeux dans l'IA, c'est d'avoir de la donnée. Vous vous rappelez le contexte, qui je suis, ce que je fais, etc. Toutes ces données-là, elles sont dans nos outils. Le camping, l'hôtel, le restaurant, c'est dans son logiciel que l'on sait à quel prix, les disponibilités, les clients, etc. Donc, à partir du moment où on va faire tourner des IA sur ces données-là, on va commencer à faire des trucs de fou. Ouais. Et juste peut-être, je reviens sur C'est ouvert aussi. Ouais. Je fais juste un petit lien aussi. On a l'atelier E20 aussi. Alors, nous, on les a bien en tête. Je vous le dis. L'atelier E20, on va se questionner aussi avec Manuel Mirabel, donc le fondateur de C'est ouvert. Donc là, on voit son usage de l'IA prédictive, qui fait du prédictif sur les tarifs en fait pour les campings. C'est ouvert, c'est un outil c'est la boîte à outils pour les campings de réservation, de distribution et de gestion. Tu fais bien de préciser, oui, c'est un équivalent de Reservit ou d'Edge pour les hôtels si ça parle plus, ou de Eloa, Amenities, enfin système de résa en fait. Et donc il sera sur cet atelier parce qu'on va se questionner avec lui et Christopher Moisan sur le parcours d'achat, comment il va évoluer aussi avec l'IA. On en a vu déjà un petit bout là, donc voilà. L'IA amène aussi, alors voulez-vous montrer ça pour ceux qui connaissent déjà. Il y en a qui connaissent Edgen, tout le monde connaît Edgen ou pas? Non. Quelques-uns. Qui connaît Edgen? Ouais, 5 personnes, bravo. Ok, donc on va pas vous surprendre. Mais Edgen. Je vais vous laisser, mais ça amène aussi de nouvelles applications. Je vais laisser tourner le... Je m'appelle Mathieu Vado, je suis consultant en marketing touristique, je suis membre du groupement ID Réseau et je suis également conférencier aujourd'hui sur le thème de l'intelligence artificielle et le tourisme. L'intelligence artificielle, c'est une révolution qui va impacter tous les secteurs et on va s'intéresser au secteur du tourisme. Et cette petite vidéo, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec un outil qui s'appelle Edgen, qui va me faire parler absolument dans toutes les langues, comme si j'étais parfaitement bilingue. Et évidemment, ces langues, je ne les maîtrise pas, et vous allez voir, c'est assez bluffant. Voilà, donc ça, c'était le fichier source, du coup. Et ensuite... Ciao a tutti, mi chiamo Mathieu Vado, sono consulente in marketing turistico, sono membro del gruppo Idreso e oggi sono anche relatore sul tema dell'intelligenza artificiale e il turismo. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione che impatterà tutti i settori e ci concentreremo sul settore del turismo e questo breve video serve solo a mostrarvi cosa si può fare con uno strumento chiamato Edgen che mi farà parlare assolutamente in tutte le lingue come se fossi perfettamente bilingue Edgen e ovviamente queste lingue non le padroneggio e vedrete è piuttosto sorprendente. Alors, est-ce que quelqu'un parle italien dans la salle et peut confirmer que c'était une bonne traduction? Merci. Pas le ton. Ah. Ok, bon. D'accord. Un peu trop caricatural? Ok. D'accord. Mais peut-être on peut choisir différents italiens. Ouais, non, mais ce que vous auriez pu dire avec ma tronche, je parle italien et c'était vraiment moi aussi, c'était ça, mais visiblement non. Visiblement non. Par contre, j'en ai une dernière. Nama saya Mathieu Vado, saya adalah konsultan pemasaran pariwisata, saya adalah anggota kelompok Idreso. Dan saya juga menjadi pembicara hari ini tentang tema kecerdasan buatan dan pariwisata. Kecerdasan buatan adalah sebuah revolusi yang akan mempengaruhi semua sektor dan kita akan memfokuskan perhatian pada sektor pariwisata. Dan video kecil ini hanya untuk menunjukkan kepada Anda apa yang bisa kita lakukan dengan alat yang disebut Edgen yang akan membuat saya berbicara dalam semua bahasa seolah-olah saya benar-benar bilingual, Edgen. Dan tentu saja saya tidak menguasai bahasa-bahasa ini. Dan Anda akan melihat ini cukup mengesankan. Bon, alors, désolé, je vous ai infligé de l'indonésien pendant... Voilà, je ne pouvais pas couper en fait. Est-ce que quelqu'un parle indonésien dans la salle? Là, je suis sur une version gratuite, c'est ça qui est le plus terrible. Alors, je vais être limité, hein, évidemment, mais j'ai fait ça sur une version gratuite. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a un petit placement de produit à un moment à la fin. Et il met Edgen et il le remet une fois. Une fois, je le dis dans mon texte. Mais à un moment, il met Edgen et j'ai pas mis Edgen. Il met Edgen au milieu d'une phrase qu'on me mettrait citron ou cheval. Voilà. Donc ça, c'est, si on veut enlever ça, c'est le petit markup. En fait, du coup, il faut payer. C'est pas excessivement cher, hein. Et Edgen a quand même des garde-fous. C'est-à-dire que j'ai pris une vidéo de Mark Zuckerberg et puis j'ai voulu lui faire dire n'importe quoi.
Enfin, pas n'importe quoi. Je voulais lui faire dire qu'il avait bloqué son agenda pour le 14-15 et qu'il venait à Toulon pour Sam on the Beach. Mais ils m'ont dit, vas-y, mets ta caméra maintenant et montre-moi que tu es bien Mark Zuckerberg. J'ai dit bon, ok, c'est raté. Donc ils ont quand même quelques garde-fous pour limiter le deepfake, parce que là, le deepfake, c'est open bar hein, quand même. Là, voilà, on est d'accord. Exactement. Donc j'ai mis pour le meilleur et pour le pire ces outils-là, parce qu'effectivement, peut-être que ces outils-là ont été un peu à l'origine du président américain qu'on a actuellement et dont on se passerait peut-être bien. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est accessible. Ce soir, vous pouvez vous connecter sur Agent et générer des vidéos dans toutes les langues. Vous pouvez accueillir vos clients dans toutes les langues avec des vidéos. Enfin, les applications sont fascinantes. Mais voilà, pour faire un Reels ou pour souhaiter la bonne année à ses clients néerlandais, indonésiens, etc., ça peut être très intéressant. En tout cas, ça peut être un outil assez sympa. Voilà. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change l'IA pour une entreprise touristique? Enfin beaucoup de choses en fait potentiellement, et un peu à tous les niveaux. On va gagner en productivité. Tu complètes Thomas, hein, mais on va gagner en productivité, en qualité aussi surtout. Des fois, on a même des gains plus importants en qualité qu'en productivité, mais on a aussi de la productivité et on a augmenté la qualité. C'est quand même juste assez rare quand même de voir ça. Potentiellement aussi en créativité. Pour faire du benchmark, on n'a pas pu parler de tout, mais vous avez les recherches profondes, les recherches approfondies, les deep research qui font un travail d'étude. C'est sur les comptes payants, on l'a sur ChatGPT, on l'a sur Perplexity, on l'a sur Gemini également. C'est génial. Ça fait un travail d'étude de marché en 2 secondes, enfin en 2 secondes, en 15 minutes potentiellement, et c'est absolument fabuleux. On peut devenir bon sur des sujets qu'on maîtrise pas. Pour venir sur le trajet, j'ai parlé 45 minutes à l'IA, à ChatGPT en vocal dans ma voiture, et il m'a élevé mon niveau sur ma compréhension du nouveau protocole MCP qui va sans doute un peu révolutionner la distribution du tourisme. Voilà, ça m'a fait bizarre après. Hein, au bout de 45 minutes, j'étais là, je fais voilà, mais j'ai vraiment appris des choses. Ou alors faire 45 minutes de discussion en anglais avec ChatGPT dans la voiture pour élever son niveau en anglais. Absolument. Expérimenter, réaliser, matérialiser aussi des idées, c'est-à-dire qu'on arrive vite à un produit fini, c'est-à-dire qu'on peut faire un mock-up, génère-moi la page en HTML pour tel truc, et on voit ce que ça donne. Alors, elle n'est pas hébergée, la page, ça fait pas le job encore complètement, mais par contre, vous pouvez aller jusqu'au bout du projet, quoi. Automatiser certaines tâches, on l'a vu avec les GPTs qui semi-automatisent déjà, c'est pas mal, on peut encore aller plus loin. Et puis moi, j'avais envie de dire, faire hyper bien, mais vraiment hyper bien, des choses. Et ça, c'est vraiment la réalité de l'entreprise. C'est faire des choses hyper bien qu'on n'imaginait même pas pouvoir faire parce qu'on n'avait juste déjà pas le temps de rien, quoi. Voilà. Et ça, c'est ce que permet, de façon un peu générale, je trouve, l'intelligence artificielle dans une entreprise, c'est qu'elle va libérer du temps parce qu'elle apporte des vrais gains de productivité sans baisser la qualité. J'ai envie de dire même au contraire. Voilà. Pour l'instant, sur des tâches relativement simples. Mais voilà, je reprends la réponse aux avis en ligne. Il y a beaucoup d'acteurs professionnels qui n'ont pas le temps de répondre à leurs avis en ligne. Bon, là, avec un peu de formation, ils vont pouvoir commencer à répondre à tous leurs avis en ligne sans que ça impacte leur routine quotidienne. Donc là, on va aller sur des cas d'usage et on va rester sur déjà un premier niveau. On va pas aller trop sur l'automatisation. Il y a des ateliers dédiés pendant l'événement pour ça. Comment on exploite au maximum le potentiel de l'IA générative pour une entreprise touristique? Déjà, il faut des outils, voilà, minimum. Alors, plutôt un compte payant, hein, quand même, de préférence. Vous choisissez parmi la suite logicielle qui vous convient, et surtout avec des bons prompts. Le prompt, il est quand même au cœur de tout. C'est-à-dire que le prompt, c'est la consigne, la commande qu'on va donner à l'IA pour faire une tâche. Donc, on peut avoir des choses très simples parfois où on se repose 100% sur la base de connaissances de l'IA. C'est-à-dire qu'on n'a pas de données, on n'a pas de connaissances, on veut juste une réponse à quelque chose. On peut faire une requête Google, en gros. Là, dans ce cas-là, ça va fonctionner. Par contre, si on sait ce qu'on veut, si on a des données à intégrer, si on a on a une idée précise du produit de sortie qu'on veut, alors il va falloir faire quand même un minimum d'efforts et avoir un prompt, ce qu'on appelle au moins structuré, que moi je présente comme ça. Thomas va le détailler un petit peu plus. Mais donner un rôle, si vous le placez en tant qu'expert de la rédaction des avis clients, il rédigera mieux que si vous le placez en tant que boulanger. Hein. C'est tout bête, mais ça marchera mieux. J'ai rien contre les boulangers, mais je pense qu'ils seront, voilà. On le place dans un rôle d'expert. On va lui donner le contexte. Et là, plus on est précis, là, on peut charger des documents. Si on a des documents qui font déjà le contexte, c'est très intéressant. On va lui définir l'objectif. On va être très, très précis sur l'action qu'on va demander. Rédige, résume, etc. On fait gaffe aux mots, on fait gaffe à la mauvaise interprétation potentielle qu'il peut y avoir. On va donner des contraintes. Et on va préciser aussi les formats de sortie. Donc, dans les contraintes, on peut avoir
prends en compte, sois vigilant à ça, ne tombe pas dans ça, ou n'invente rien, par exemple, parce qu'il a tendance des fois à être un peu trop créatif. Et puis les formats de sortie, qu'est-ce qu'on veut, sous quelle forme, combien de mots, quel style, quel ton sur de la rédaction, c'est clé ça. Voilà, il faut accélérer. Et on va vous montrer des exemples de prompts. Moi, j'ai la même approche, sauf que quand vous interagissez avec ChatGPT, dites-vous que vous interagissez avec un stagiaire. Le meilleur stagiaire, hein, il a tous les masters, il a tous les doctorats, il a tous les bacs pro, il a tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il sait pas qui vous êtes, il est un peu gauche, il faut tout lui expliquer, fais ceci, fais cela, passe par ici, ne fais pas ça, etc. Gardez cette image de j'ai un stagiaire. Et ça ramène à la première image que j'avais sur j'ai plein déjà. Donc un rôle, c'est tu es chef de réception dans tel hôtel. Un objectif, il faut que tu rédiges un article pour le blog, il faut que tu répondes à un avis, il faut que tu fasses ceci. Un contexte, bah c'est mon hôtel, il est à Toulon, c'est un hôtel 3 étoiles, on est comme ci, on est comme ça. Si vous ne donnez pas de contexte, il sait pas qui vous êtes. Le stagiaire, quand vous l'accueillez dans l'entreprise, la première chose que vous faites, c'est viens, je vais te faire visiter l'entreprise, voici qui on est, notre positionnement, nos avantages. Tout ça, si vous le donnez pas à ChatGPT, il vous produira du contenu, mais de bien moins bonne qualité ou pertinence que cela. Une audience, moi j'aime bien dire, c'est pour qui? Parce que expliquer la fission nucléaire à des enfants de 7 ans, c'est pas la même chose que expliquer la fission nucléaire à des masters ou des doctorants. Vous voyez, l'audience va aussi influencer sur la qualité et le contenu généré, le ton, le style, la ligne éditoriale, le format. Je veux du texte, je veux un tableau, je veux une image, je veux du HTML. Je veux que tu me génères ça dans un fichier Word, extension .docx, et hop, vous téléchargez le document Word. C'est fascinant. Vous pouvez télécharger les PDF, les Excel, etc. Et puis des contraintes. Dans mon restaurant, on ne mange pas, on déguste, ou fais-moi ça en 600 mots, écris-moi ça en javanais, et puis enfin voilà. Et là, on va illustrer ça avec des on a quelques cas pratiques qu'on vous a sélectionnés comme ça. On va commencer avec des choses très simples et qui sont très efficaces. Donc là, c'est je réécris, c'est juste de la réécriture. Et je réécris les conditions générales de vente de Gîtes de France Calvados. Ouais, comme ça. Ça me prend. Donc le prompt, c'est réécrit les conditions générales de vente de Gîtes de France Calvados. Donc je lui joins le document, hein, les conditions générales de vente. C'est chiant les conditions générales de vente. Si on peut faire un truc un peu fun. J'étais dans l'idée de, vous voyez les paquets de gâteaux Michel et Augustin. Quand on lit les ingrédients, on rigole un peu, on sourit. Bah voilà, je me suis dit que je voulais faire ça avec des conditions générales de vente. Et je lui dis, avec un ton humoristique en utilisant l'identité normande. Ça, c'est intéressant parce qu'il va y avoir des refs sur l'identité normande. Attention, c'est primordial. Tu dois garder le texte initial. C'est des CGV quand même, hein, c'est du juridique. Et simplement, lorsque c'est possible, ajouter quelques compléments sans changer le sens de la phrase en termes de contenu. N'invente rien de nouveau. Reste fidèle au contenu existant. Après, vous aurez les slides en téléchargement, donc je ne vais pas tout lire, mais globalement, ce qu'on avait au départ, c'était le client, entre guillemets, désigne toute personne qui réserve un logement proposé sur le présent site internet de nanana, ou vous pouvez nous contacter par mail. Enfin bref, c'était un peu pénible. Si on prend juste la référence au client, le client, c'est-à-dire vous, cher amateur de cidre, de camembert, de verdure normande, pour réserver un logement, etc. Voilà. Le vendeur, c'est nous, Gîtes de France Calvados, les experts en séjour normand réussi, mandatés pour que vos vacances se déroulent comme un coucher de soleil sur la Manche. Donc il a romancé, donc faut le nuancer parce faut le brider un petit peu parce que des fois il s'enflamme. À un moment il dit en bref, pas de réservation pour votre cheval, même si on adore les équités. Je ne sais pas si on garde ça. Vous voyez, n'empêche qu'il a fait une réécriture. Certaines fois, l'humour, c'est vraiment très très bon. Et bien sûr, il faut relire, il faut reprendre. Mais ça permet d'améliorer un document chiant, en faire un document sympa en très très peu de temps. Un autre cas aussi pour réfléchir sur la stratégie, sur les attentes et les besoins de ses clients, c'est du marketing. On répond aux attentes et aux besoins de ses clients. C'est quand même la base. Et moi, je ne connais rien au golf. Mais je dois travailler ce sujet. Donc, je lui dis quels sont. Donc là, typiquement, on est sur un prompt hyper simple. J'ai pas de contexte à lui donner. Je veux juste savoir les besoins, les attentes des pratiquants de golf. Donc, je lui donne. Voilà. Par contre, je vais lui dire développe, parce que souvent l'IA elle est un peu feignante. Vous pouvez l'améliorer. C'est un stagiaire, il est feignant. Non mais. Sans doute un peu de vérité. Développe encore cette liste au regard de tes attentes sur les besoins et les attentes des golfeurs. Pousse encore ton analyse. Donc là, je commence à avoir un résultat qui est pas trop mal, qu'il a structuré, qui est plutôt pas mal. Et là, je lui demande de le présenter en tableau parce que j'ai envie de retravailler ça avec des gens qui connaissent vraiment le secteur du golf ou avec des gens qui sont sur le terrain, qui sont opérationnels. Voilà. Et donc, je vais lui dire, présente-moi tes résultats. Donc, c'est typiquement les formats de sortie.
avec colonne 1, je veux ça, colonne 2, je veux ça, colonne 3, je veux ça. Et il s'exécute et il me fait mon super petit tableau avec la dimension cognitive, la dimension affective, la dimension sociale, toutes les attentes et toutes les opportunités que moi je peux développer si je suis un site de golf. Hyper intéressant quand même, du coup, pour itérer. Si je connais bien mon métier, bah, je vais prendre, il y aura 10% peut-être de trucs intéressants, mais ces 10%-là ont vachement de valeur parce que je les avais pas identifiés avant. Et si j'y pipe rien, tout a de la valeur parce que moi, je connaissais rien. Donc, Là, dans cet exemple, il a généré 6 idées. Moi, pour éviter la fainéantise, je vais lui demander génère-moi 25 idées. Comme ça, je le force à générer. Alors, il n'y en a pas 6, hein. C'est un screenshot, j'ai pas pu tout mettre, mais il y en a plus. Ouais. Mais oui, pardon. Ok. Et petite astuce, mais ça, je vous le mets juste comme ça, c'est de le générer, enfin de lui demander, parce que il fait du format Excel. Des fois ça marche pas. Souvent le rendu Excel, il est quand même vraiment, c'est du Excel, il est dégueulasse. Faut le retravailler à fond parce que d'un point de vue graphique, il est pas bon. Par habitude, moi je fais plutôt CSV et de CSV Google Doc. Et là Google Doc, il y a une fonction magique qui est génère un tableau. Et là le truc, il est parfait d'entrée. Ça prend 2 secondes et du coup après on peut retravailler. Voilà. Donc ça c'est pas très compliqué. Mais sur des sujets d'investigation comme ça, je trouvais que c'était pas mal. Voilà. Mathieu, il est 20, il faut qu'on accélère. Ouais. Moi, j'ai 3 exemples. Je vais peut-être les passer un petit peu plus rapidement parce qu'il faut qu'on aille aussi à la conclusion. Là, j'ai un cas d'usage qui est destiné à un hôtel. Là, c'est le prompt. Tu es chef de réception à l'hôtel de la plage à Damgan, 3 étoiles à l'entrée du golfe du Morbihan en France. Je géolocalise toujours mes demandes. C'est très précis. Ça se passe ici parce que ça va impliquer plein de choses. Parce que là, peut-être qu'ils vont me commander du Kouliaman et non pas du bec au feu qui est un truc alsacien. Tu dois accueillir un couple pour un séjour de 3 nuits au mois de juin. Je temporalise aussi toujours mes requêtes quand je suis là-dedans parce que les activités touristiques au mois de juin, c'est pas la même chose qu'au mois de décembre ou au mois de... Voilà. Là, je lui demande de me préparer un programme de visite sur 2 jours par bloc de demi-journée, etc. Ça, c'est un prompt extrêmement faible pour moi. Et en fait, j'ai pour habitude de dire un prompt, normalement, il doit faire au minimum 4 pages A4. Et là, vous me dites, ouais, mais je vous dis pas qu'il faut taper 4 pages A4 de prompt. C'est quoi l'hôtel d'Angan? Quelqu'un connaît l'hôtel d'Angan? Bah, personne, donc on sait pas son positionnement. Donc théoriquement, je devrais lui joindre un fichier. Voici mon hôtel, voici ma clientèle, voici mon positionnement, voici. Éventuellement, je vais chercher le fichier PDF de ce qu'il y a à faire dans le golfe du Morbihan de la part du CDT ou du CRT. Comme ça, je vais avoir de l'information fiable. Quand je dis que votre prompt ne doit pas faire moins de 4 pages A4, c'est que vous devez lui donner du contexte. Et puis bah là, il me fait premier jour. Alors là, il m'envoie au château de machin. Il me recommande des restaurants. Il me donne des histoires de budget, etc. Il faut lire ça avec un œil critique et il faut juger et il faut garder du bon sens parce que là, l'information, si moi je lui ai pas donné l'information au travers d'un fichier PDF qui a été contrôlé par un institutionnel, et là on a la force des institutionnels, ça veut dire qu'il a été chercher l'information sur Internet et comme les sociopros mettent pas ou rarement ou leur fiche à jour, peut-être qu'il a trouvé une vieille fiche Google My Business qui parlait de ce restaurant mais que le restaurant a fermé il y a 2 mois ou que maintenant c'est devenu un restaurant italien. Enfin voilà. Donc toujours avoir un esprit critique. Un autre cas de figure, c'est voilà, c'est là où tu es chef de réception à l'hôtel La Désirade à Belle-Île-en-Mer en Bretagne. Utilise le fichier joint pour avoir de l'information contextuelle. Et là, j'ai un gros fichier Word sur mon disque dur qui présente en détail ce que c'est que l'hôtel La Désirade. En fait, je suis allé sur leur site internet et j'ai fait un copier-coller du site internet. C'est pas extraordinaire. Peut-être juste une toute petite précision pour si vous l'avez pas fait ce travail-là. En fait, vous formalisez pas en fait sur le cadre de ce que vous lui donnez. C'est-à-dire, l'IA va faire le tri. Vous pouvez bourriner et prendre vraiment beaucoup de contenu. Il s'agit que ça soit juste le même sujet et ça, vous lui joignez. Il y a pas besoin que ce soit forcément hyper bien mis en page ou même s'il y a des informations qui sont un peu à côté. Ouais. L'IA fera le tri. Et en fait, moi, j'ai plein de fichiers sur mon disque dur, des PDF à propos de mon entreprise, à propos de ses valeurs, de son positionnement, de sa clientèle, de mon équipe, des avantages, de ce qu'il y a à faire dans la région, etc. Et en fait, je jongle avec ça et je donne... Parce que vous voyez, la suite, je lui dis, tu peux aussi aller visiter le site hotelladesirade.com. Donc, on peut lui donner une consigne d'aller s'inspirer, d'aller chercher de l'information sur le web. Mais c'est comme mon stagiaire. Mon stagiaire, je lui dis, va chercher l'information sur Wikipédia. Il revient, ouais, j'ai cherché l'information. Mais on sait pas ce qu'il a fait. Ça se trouve, il a rien compris. Il a été sur YouTube, il a regardé Amixem et puis il revient avec une information. Et quand j'envoie l'IA sur Internet, je sais pas exactement ce qu'elle va faire. Et d'expérience, c'est bien, moyennement bien. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est moins fiable. C'est moins fiable. Je préfère toujours lui donner l'information, contrôler l'information. Donc là, je lui demande de réécrire un email de confirmation. Juste, ce qui est moins fiable, c'est pour être sûr que ça va vite, mais ce qui est moins fiable, c'est de lui dire, va chercher dans ce site Internet en lui donnant l'URL versus j'ai pris le contenu en copier-coller,
et je lui donne en Word, en PDF, peu importe. Voilà, donc là, il m'a réécrit un email de Le confirmation fait de lui joindre le réservation. texte sera beaucoup plus fiable que d'aller chercher. Voilà, pardon. Pas de problème. Je lui ai demandé de réécrire un email de confirmation. Les emails de confirmation des hébergeurs des restaurants, c'est toujours triste à mourir. Voilà. Clair. Et là, très facilement, on peut rentrer dans une autre dimension. Et là, je lui fais réfléchir sur la carte du restaurant. Donc, vous voyez, à chaque fois, on respecte la structure du prompt. On donne un rôle, on donne un objectif, on donne du contexte, on donne des consignes, on donne des contraintes et on le nourrit avec des fichiers contextuels sur c'est quel restaurant, c'est quel hôtel, c'est quoi le territoire, pour avoir des super réponses. Et là, je lui demande, et c'est un piège, à la fin, je lui dis, idéalement, le coût matière ne doit pas dépasser 5 € par plat. T'as vérifié, du coup, si c'était... Mais non, mais c'est un piège. Parce que je dis ça à mon stagiaire il vient, fait, ouais, c'est bon, j'ai tout fait. Mais t'as même pas les recettes, tu sais même pas quelle quantité de homard je mets dans ma bisque de homard. Tu sais même pas à combien j'achète le homard brut. Et puis tu sais pas quel est le pourcentage de perte que j'ai. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que ça n'enlève pas l'expertise. C'est un outil. Mais si vous mettez pas votre expertise métier, vos connaissances dedans, ça va être comme le stagiaire. Vous voyez, il est tout excité. J'ai fait le ChatGPT veut vous faire plaisir. Et il fera tout pour vous faire plaisir. Quitte à dire des conneries. Vous demandez à ChatGPT, donne-moi 5 raisons pour lesquelles le citron, c'est bon pour la dentition. Vroom. Juste après, vous lui dites, est-ce que le citron, c'est mauvais pour la dentition? Ah oui, c'est très mauvais. Vroom. Voilà, il a pas de sens critique, il est pas, ouais, je me suis non, il fait plaisir. Non, mais c'était juste savoir si tu avais checké parce qu'il faut se méfier. Mais est-ce que c'était cohérent par rapport à des coûts matières à 5 €? C'est vachement cohérent parce que ça reste très simple. Quand j'enlève la notion, en fait, je lui demande des plats du terroir à Toulon. Est-ce qu'il y a des Toulonnais? Est-ce que c'est des plats du terroir? Le filet de dorade rôti écrasé de courgettes, l'épaule d'agneau confite de 7 heures. Est-ce que c'est un plat typiquement local? J'ai pas l'impression. Les aubergines rôties farcies au quinoa, c'est pas vraiment local. Quand je lui enlève la dimension de le prix moyen à 5 €, il a beaucoup plus de liberté. Et là, je retrouve beaucoup plus d'imprégnation de la culture locale. Okay. Il a mis une contrainte. Okay. Oui, je crois. Un dernier exemple aussi, du coup, qui est très courant, un peu comme les avis clients, c'est le fait de générer une publication pour les réseaux sociaux. Ce prompt-là, en fait, alors, j'ai pas précisé les couleurs, mais en fait, quand on fait, c'est un peu notre schéma, là, quand on fait les formations pour des réseaux, du coup, c'est en jaune, c'est la structure du prompt, en vert, c'est la variable, et en bleu, c'est la donnée. Sauf s'il y a des personnes qui sont daltoniennes, du coup, dans la salle. Mais le bleu, en fait, faudra tout le temps le changer. Il est vraiment propre à l'entreprise. La variable, c'est un choix. Elle peut être bonne, mais vous pouvez vouloir autre chose. Et la structure du prompt, généralement, on la bouge pas parce que c'est la structure du prompt. Voilà. Donc, tu es expert du réseau social Instagram et tu connais toutes les bonnes pratiques à suivre pour générer de l'engagement. Je souhaite que tu m'aides à rédiger le post optimal pour ce réseau social-là. À partir d'une photo, on aurait pu le faire aussi à partir d'un contenu texte qu'on lui aurait donné. La photo, c'est celle que vous voyez en dessous. Elle est un peu bon. C'est une photo d'un coucher de soleil au-dessus du mont Vinaigre dans l'Estérel. Et le but de mon post, c'est de valoriser les randonnées. J'ai un site qui présente les randonnées. Tu dois mettre les éléments suivants en avant dans le post. Donc là, j'ai bien la vue du sommet, la vue sur Cannes d'un côté, la vue sur Saint-Tropez de l'autre. Le CTR, donc le CTA, pardon, le call to action sur le site qui présente le circuit de randonnée. Le fait que c'est idéal au coucher du soleil. Et puis, en gros, je lui dis tous les autres éléments intéressants touristiquement que tu peux mettre en avant, que tu peux retrouver, que tu peux identifier. Donc là, quand je mets ça, je l'engage aussi à faire un petit peu de la recherche sur le web aussi en même temps. Et pour mon post, je souhaite que tu me proposes le meilleur format de publication. Je veux que tu rédiges le post parfait, etc., etc. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi les formats, les contraintes et les consignes de rédaction. Donc, je veux une question pour commencer et je veux un ton inspirant, captivant et aventureux. Si je lui dis je veux un ton historique et journalistique, j'ai pas du tout la même publication, bien évidemment. Voilà. Donc, et si le plus beau coucher de soleil se trouvait sur la côte, se trouvait à 563 mètres d'altitude, perché, etc. Je vous laisse lire. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi, j'ai fait la version sur ChatGPT et on n'est pas tout à fait à la même altitude. Et si le plus beau coucher de soleil de la Côte d'Azur se méritait à pied, donc les deux ont pris un peu le même angle sur la question. Le premier, c'est Perplexity. Perplexity est très bon aussi pour faire ce genre de choses. ChatGPT 4o, normalement, est très très bon aussi pour faire ça. Alors, le post est très bien. Par contre, l'altitude, on ne sait pas qui a raison. Et donc, du coup, moi, j'ai regardé sur Wikipédia et en fait, l'altitude, c'est 614.
Donc, et là, il n'y en a aucun qui a raison. Mais tu pars du principe que Wikipédia a raison. Et je pars du principe que Wikipédia a raison, peut-être qu'il se trompe. Mais en tout cas, le plus proche, si on fait le jeu du juste prix ou de la juste altitude, ça serait plutôt ChatGPT. Donc, c'est vraiment toujours à vérifier. Par contre, bah ouais, la publication, elle est bien rédigée, elle fonctionne bien, et les deux sont très bons. Il y a une grande dimension. On peut pas vous dire ça, c'est mieux que ça ou que ça. C'est un outil. Vous devez y aller, vous devez tester, Et en fait, il y a une courbe d'apprentissage. Hein. C'est pas magique. C'est un outil. Donc, il va falloir tester des prompts, analyser les résultats, et c'est comme ça que vous allez. Et les prompts devraient toujours commencer par tu es. Vous savez, le rôle. Et en fait, quand je suis dans un hôtel et que le gars, il veut travailler sur ses contrats de travail, je vais pas écrire tu es le directeur d'un hôtel, tu dois rédiger un contrat de travail, parce que un directeur d'hôtel n'y connaît rien en contrat de travail. Ben voilà. En fait, je vais lui dire, tu es un grand expert des ressources humaines, tu es en train de faire une mission dans tel hôtel. Vous voyez, je vais chercher l'expertise à l'extérieur pour la ramener à l'intérieur de l'entreprise. Les facteurs clés, c'est, il y a 3 facteurs clés. Le premier, c'est quel LLM je vais choisir. Je peux en choisir plusieurs, je peux en faire travailler plusieurs. Mais est-ce que c'est ChatGPT? Est-ce que c'est Gemini? Est-ce que c'est Llama, etc. Là, on n'y peut rien. On nous fournit une solution clé en main. C'est livré comme ça. Basta. Word est livré comme ça. Est-ce que vous préférez Word, OpenOffice ou LibreOffice? Au final, ça fait grosso modo la même chose. Ils sont un petit peu différents. Vous n'avez pas d'influence là-dessus. Le deuxième facteur clé, c'est la data. C'est comment je vais le nourrir. Qu'est-ce que je vais lui dire? Là, vous vous rappelez, c'est les fichiers au PDF ou Word que je donne à mon GPT pour qu'il me comprenne, pour lui donner du contexte. Là, j'ai la main là-dessus et c'est hyper important. Rappelez-vous, vos prompts ne devraient pas faire moins de 4 pages à 4. C'est violent. Et la dernière variable pour que ça marche, c'est la qualité de la rédaction du prompt. Comment je vais structurer, comment je vais interagir, comment je vais lui demander de me produire cela. Sur les 3 facteurs clés de succès, on a la main sur 2 de ces facteurs-là. Et ça permet d'avoir des très, très, très bons résultats. Et il n'est pas impossible de faire une première étape avec ChatGPT et de prendre ce qu'il a produit, d'aller le donner à Gemini on peut utiliser, si vous voulez, vous pouvez écrire un texte dans Word et puis le retravailler dans LibreOffice. Ouais, et puis pour juste compléter aussi sur ce que tu dis, c'est-à-dire on peut travailler la donnée spécifiquement avec un prompt. On peut par exemple faire une recherche profonde, approfondie ou deep research pour avoir toute l'expertise sur un sujet, prendre ça et l'intégrer dans le prompt en tant que donnée de contexte, en fait, du coup, et après faire son prompt à partir de là. Et là, vous faites avec et sans, la différence, potentiellement, ça peut être le jour et la nuit, quoi. Et vous voyez, quand nos logiciels seront couplés, quand mon logiciel de réservation, je fais une réservation, monsieur, madame Smith, des clients britanniques. Je vous envoie tout de suite la confirmation de réservation, j'appuie sur mon bouton. Là, c'est mon logiciel de réservation qui crée un prompt automatique, qui l'envoie à ChatGPT, qui récupère un retour, une belle confirmation de réservation, parce que c'est Madame Smith, parce qu'il y a un ultra personnalisé, et qui l'envoie. Vous voyez, quand tout ça va tourner, et c'est ce qui va se passer, hein, quand tout ça va tourner en tâche de fond, parce que les données sont dans le logiciel de réservation, ça va être une tuerie. Ouais, on aura plus de temps pour le café. Alors, par contre... Oui, alors on va faire très très rapide, mais juste pour synthétiser, puis on prend vos questions après du coup. Donc déjà les limites, les risques. Donc on a des risques liés aux données. Donc évidemment, les serveurs sur la plupart des outils sont aux États-Unis. Si on enlève Mistral, donc voilà, ils peuvent être saisis comme ça du jour au lendemain. Il y a une loi aux États-Unis qui dit on a le droit de se servir. Donc voilà, donc vous confiez pas vos données personnelles, ceux de vos clients, etc. Faites gaffe, forcément. Tu veux oui. Ouais, ne lui demandez pas d'analyser tous les CV que vous avez reçus. Parce que c'est complètement anti-RGPD d'envoyer les CV avec les numéros de téléphone, les adresses email, voilà. Ouais. Ne leur donner, moi, je suis en plein bilan comptable, j'ai envie de lui donner mon compte de résultat, mon bilan pour qu'il me fasse vous voyez ce que je veux dire? Faire un chat éphémère. Toute l'alias fiscale, jamais je le ferai. Voilà, vous avez compris. Bon. On peut faire un chat éphémère éventuellement. Oh, pardon, oui, excuse-moi. On va aller vite, mais du coup, voilà, standardiser la standardisation des contenus, pour moi, c'est le risque le plus important. C'est-à-dire en fait d'être feignant. Parce que l'IA, vous gagner plein de choses, plein de temps, beaucoup de temps, beaucoup de productivité. Mais les gains de qualité, ils sont si on se casse un peu la binette quand même. Du coup, parce qu'il parle bien, il parle très très bien. Mais par contre, ça peut être très très creux. Comme un homme politique. Non, pardon. Attention. Mais du coup, voilà, si vous faites pas l'effort de faire des prompts structurés, de l'enrichir en data, enfin ce qu'on a vu juste avant, il y a quand même un risque de faire un truc un peu flat. Et que si tout le monde fait du flat, on a une risque de standardisation des données, parce que produire du contenu n'a jamais été aussi facile, donc on va le produire, on va le publier sur Internet, et puis tout le monde fait la même chose. Donc il va falloir faire mieux que les autres, parce que faire un truc de base facile, qui répond vite fait au sujet, c'est à la portée absolument de tout le monde. Avant, il y avait l'effort de le faire, maintenant il n'y a plus l'effort de le faire.
Donc, il va falloir faire mieux. Voilà. Donc, ça, c'est un vrai risque. Tout doit être vérifié, ça paraît logique. Il y a des biais. Il y a des biais culturels, on n'en a pas trop, nous, parce qu'en fait, ça a été entraîné sur des contenus anglais, anglo-saxons, et on est dans cette culture-là. Mais par contre, on a d'autres cultures qui vont être un peu plus... Un exemple de biais éducatif qu'ils ont repéré il y a l'année dernière, c'est on demandait de générer une image d'un couple en région parisienne qui se mariait, qui était devant la messe, et puis les gens jettent des grains de riz. Bah, systématiquement, le couple qui se mariait, c'était un black et un arabe. Parce que le biais éducationnel, c'était, si ça vient de la banlieue, c'est forcément des minorités ethniques. Voilà, ça, c'est l'exemple d'un biais d'éducation. Ah, sur de l'image, ouais, effectivement. Mais sur le texte, on n'en a pas tant que ça par rapport à d'autres cultures aussi, du coup. Mais ça peut être un... Voilà. Et le coût environnemental, clairement, une IA, elle consomme plus qu'une requête... une requête IA consomme plus qu'une requête Google. Les dernières études sont là pour nous rassurer en disant non, vous inquiétez pas, en fait, c'est pareil. Bon, c'est pas exactement pareil. Au départ, c'était x10. Alors, ils se sont améliorés. Partons peut-être sur un x5 qui me semble à peu près juste. Mais bon, je suis pas expert du truc. Ce qui est important, par contre, c'est que ça crame aussi beaucoup d'eau, notamment pour les métaux rares. En fait, ça tourne avec des GPU qui sont pleins de métaux rares. Et en fait, plus il y a de la demande en grosses puces pour faire marcher les IA, plus ça crame des métaux rares. C'est un petit peu la différence avec Google aujourd'hui, qui est plutôt consommateur d'électricité. Bref, soyez responsable dans l'usage. On le fait pas pour n'importe quoi. Voilà. Et en fait, ça nous amène à des bonnes pratiques et avoir ce qu'on appelle une hygiène IA, en fait. Au même titre que quand Internet est arrivé, on a été obligé de s'éduquer. Quand il n'y a pas le petit cadenas, je ne laisse pas ma carte bancaire. Quand j'écris en majuscule, je hurle. Enfin voilà, il faut qu'on apprenne à avoir un bon comportement, une hygiène. Donc, ce qu'on dit, c'est un outil, ça ne vous remplace pas. C'est vraiment important. Gardez du recul, gardez du jugement, ayez du bon sens. Ne faites pas aveuglément confiance. ChatGPT veut absolument vous faire plaisir. Comme mon gentil stagiaire, gardez cette image, quoi. Gardez un esprit critique, vous questionnez, le questionnez, challengez votre IA, travaillez la structure de vos prompts. En fait, globalement, avant sur Word, parce que souvent, on a le réflexe d'aller mettre directement le prompt dedans. On a du mal à le relire. C'est pas fait comme on peut pas faire du saut de ligne. Souvent, on met un mois à comprendre qu'il faut faire Shift entrée pour aller à la ligne et pas envoyer le prompt. Et pendant qu'on envoie le prompt, il est pas fini. Et donc, du coup, on crame du carbone pour rien. Enfin bon, voilà. Et c'est surtout que le jeu de couleurs, les sauts de ligne, les listes à puces, notre cerveau, il sait pas lire du texte brut comme une IA, quoi. Donc, on a besoin de le travailler avant. Ça permet de bien relire, bien réfléchir et d'envoyer un truc qui est propre et de pas de faire marcher la machine pour rien, en fait. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une consigne, à mon avis, très importante pour la qualité et puis pour la responsabilité. Voilà. Donnez du contexte. Ça, c'est, ne le laissez pas, c'est votre stagiaire, ne laissez pas aller chercher l'information. Voilà, tu vas lire ce livre et tu vas lire le chapitre 1 et le chapitre 2. C'est comme ça que je parle à mon stagiaire. Poussez l'IA dans ses retranchements. ChatGPT, il y a chat, c'est une discussion. Ne prenez pas ce qui vous produit comme ça. Oh, il a produit, c'est bon, merci, au revoir. Non. Lisez-le, dites-lui, mais comment t'as fait ça? Ah, mais si tu te mettais dans la place d'un client britannique, comment tu aurais réagi? Et puis si tu faisais voilà, ayez une discussion avec lui et n'utilisez pas l'IA pour faire des recherches. C'est Google qui vous fait des recherches parce que l'IA est très énergivore, c'est catastrophique. C'est pas une bonne pratique d'utiliser l'IA pour quel est le meilleur restaurant de Toulon. Ça, c'est TripAdvisor qui vous le donne. Enfin, voilà. En tout cas, pour la météo, c'est pas bon, quoi. Voilà. Oui, puis voilà. Interrogez-vous sur l'intérêt de faire un starter pack pour votre compte LinkedIn qui a été, voilà. Vous avez tous peut-être vu passer ça, c'est pas forcément une bonne pratique. Voilà. On voulait juste finir sur ces éléments-là. Voilà. Désolé, on a dépassé un petit peu. Est-ce que vous avez des questions à nous poser sur ce qu'on vient de dire? On peut prendre quand même 3-4 questions. Ou des partages, des remarques, des trucs que vous avez observés, que vous voulez partager. Oui. Oui. Ça me fait bouger un peu. Je vais baisser mon bras. Bonjour, merci. J'espère que vous n'en avez pas parlé au début parce que je suis arrivée un peu en retard, mais je me demandais, entre faire un prompt écrit ou oral, s'il y avait des différences sur les réponses générées. En fait, quand vous faites un prompt, alors c'est-à-dire dans le smartphone, en fait, quand vous faites un prompt oral, il va retranscrire ce que vous dites pour le réécrire. Donc, en fait, vous transformez l'oral en écrit. Le faire par écrit, ça sera peut-être une méthodologie pour mieux le structurer que de simplement lui parler. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire faites-le à l'écrit, parce qu'à l'écrit, vous ferez des prompts beaucoup plus courts, beaucoup plus concis. Et en même temps, je suis en train de vous dire, faut que ça fasse 4 pages minimum. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de me contredire. Alors que dans l'oral, j'ai une idée, puis vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est ma première réponse. Mais c'est une bonne question. Mais techniquement, normalement, ça change rien. Ouais. C'est vous qui parlez pas de la même manière, en fait, à l'oral qu'à l'écrit.
Du coup, enfin, à l'écrit, on parle pas, on écrit, mais bon. Si vous arrivez à être hyper structuré à l'avance et à sortir une phrase aussi précise et claire que ce que vous feriez à l'écrit, alors globalement, vous devriez être à peu près sur la même, voilà. Mais souvent, à l'oral, on va engager une discussion sur un sujet qu'on connaît pas et on va lui dire, je cherche de l'information là-dessus. On va vraiment rentrer dans une interaction avec l'IA, alors que sur un prompt à l'écrit, plutôt, on va chercher un produit un peu fini à la deuxième ou à la troisième étape, peut-être maximum. Peut-être ce que je pourrais dire. Voilà. 2 petites secondes. On est d'accord que ces versions dont vous parlez, où on peut importer des pièces jointes et où on peut mettre énormément de contenu ou plusieurs pièces jointes, ce sont toutes des versions payantes. Alors, sur la version gratuite, vous allez pouvoir ajouter des fichiers joints 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment, il vous dira non, c'est fini, on revient à 17h35. C'est comme un modèle freemium. Donc, vous serez plus confortable avec une version payante. La version payante vous permet aussi d'envoyer beaucoup plus de tokens que en version gratuite. Mais commencez par le gratuit pour ressentir la puissance du truc. Et puis après, vous avez, enfin, si vous le sentez, $20 pour la puissance. Enfin, nous, on a un compte payant au bureau, on est 8 personnes à utiliser le même compte payant, quoi. Ça a une valeur. Ça vaut beaucoup plus que ces $20. Mais ça, c'est un jugement personnel. Avec une limitation à un moment donné versus si vous payez. Parce que vous avez un compte Google Workspace. Ouais. Une remarque et un partage. Remarque comme c'est un tour d'horizon sur l'IA. Vous n'avez pas parlé des agents. C'est voulu, c'est volontaire. On en parlera plus tard dans d'autres ateliers. Ok. Et un partage, on parlait de convergence tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le chat GPT, maintenant, il y a du shopping. Hein, voilà. Donc, Google va sur les terres de chat GPT et vice-versa maintenant aussi. Voilà. D'autres... C'est l'atelier E20 qui va parler du shopping, c'est ça? Ou des agents? Là, on est sur vraiment l'atelier de base sur l'IA qui, normalement, vous permet de mieux profiter des prochains ateliers. Une dernière question. Merci, madame. Alors, moi, pour l'instant, j'utilise que des versions gratuites plutôt pour tester. Et j'utilise de plus en plus Mistral, que je trouve qui progresse énormément. Et surtout, j'ai fait le test plusieurs fois avec ChatGPT et Mistral. Et Mistral trouve moins des choses qui n'existent pas, des choses qui n'existaient pas quand on trouve vraiment un ChatGPT. Et aussi pour une question de responsabilité, pas trop envie de confier toutes mes données à ChatGPT. Mistral est en français, voilà, c'est juste une remarque. Oui, alors Mistral est le LLM français, donc il y a aussi une stratégie à avoir d'utiliser. Mathieu en a parlé pour pas que les données que l'on confie partent hors de l'Europe et restent en France. Mistral est une très bonne alternative, solution. Ils sont plus ou moins tous complémentaires. Enfin. Ouais, Mistral est plutôt efficace aussi. Oui, c'est vrai. Non, j'ai bien aimé. Ne trouve pas des choses qui n'existent pas. C'était la formulation était sympa, je trouvais. On va vous libérer. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous. À plus tard.